Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de CX au quotidien. Et oui, nous sommes dans notre deuxième saison déjà. Je vous souhaite aussi une bonne année. Alors aujourd'hui, c'est notre premier épisode de la saison 2 et on reçoit Stine Marsal. Stine, bonjour. Bonjour. On est au Danemark, il faut le dire. Oui, Stine est au Danemark, mais en même temps, vas-y, présente-toi. Ouais, alors il faut savoir que je suis danoise, alors français, c'est pas ma première langue. Et je vais essayer de toute ma force de ne pas dire des mots fautes, de ne pas dire des mots anglais, mais je ne peux rien promettre. Je vais faire la traduction. C'est très bien. Même du danois en français? Ça va être un peu plus compliqué. Alors, à part ça, j'ai travaillé avec l'expérience du client pendant les derniers 15 ans. J'ai travaillé dans 3 organisations dans l'industrie de l'expérience au Danemark. Alors, j'ai commencé au Jardin zoologique de Copenhague. Après, j'ai travaillé à Tivoli. C'est un des plus vieux parcs d'amusement du monde. Et les dernières 7 années, j'ai travaillé à l'aéroport de Copenhague. Okay. Mon travail à l'aéroport, c'était de gérer le travail que l'aéroport fait avec l'expérience du client à travers les passagers, les compagnies aériennes et les concessionnaires qui ont les boutiques dans le centre du shopping. OK. Alors, mon job, c'était d'assurer que le focus était sur les points de contact les plus essentiels et qu'on ne faisait pas et qu'on ne mettait pas trop d'efforts dans des points de contact qui n'étaient pas essentiels pour les clients. Alors, c'était d'un côté, d'assurer que l'expérience du client est le meilleur qu'il puisse être, avec les moyens available. Disponible. Voilà, avec les moyens disponibles. Après l'aéroport, tu as lancé ta propre entreprise. Oui, en fait, en novembre l'année dernière, quand tout d'un coup, il n'y avait plus de clients à l'aéroport, alors j'ai arrêté à l'aéroport et je me suis dit, alors, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'avais rêvé pendant longtemps de faire une communauté pour les gens qui gèrent l'implémentation dans les compagnies par rapport à l'expérience du client. Et j'ai lancé ça et en même temps, il est venu des jobs, en fait, du travail à travers LinkedIn, en fait. Plein de monde m'ont contacté. Est-ce que tu peux m'aider avec ce projet-là, ce projet-là? Et finalement, je me suis dit, peut-être ce n'est pas un job que je veux trouver. En fait, peut-être je vais démarrer moi-même. Alors, ouais, j'ai fait ça. OK, parfait. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup d'entreprises, surtout les plus jeunes, qui est de comment démarrer un programme CX sans budget. Alors, il faut vraiment que tu nous expliques comment c'est possible de faire ça. Je veux dire, il y a beaucoup de compagnies qui lancent un programme avec l'envie de faire tout en une fois. Et ce que j'ai appris à l'aéroport, c'est qu'en fait, il faut bien planifier, il faut planifier dans le long terme. Alors, avant de mettre un gros budget dans un projet, moi, je recommande toujours de faire un petit effort de gérer avec ce qu'on a. Alors, prendre un petit pas d'abord et puis évaluer. Alors, pour montrer ce que je veux dire, dans un aéroport, le point de contact le plus important pour le passager, mais aussi pour l'aéroport, c'est la sécurité. Et la raison pourquoi c'est la plus importante, c'est qu'en fait, nous, on avait des analyses qui montraient que sur 82 paramètres que tu rencontres en tant que passager dans l'aéroport, alors les toilettes, le Wi-Fi, la sécurité et tout ça, quand on regardait c'est quoi qui pèse le plus dans l'expérience du client, de 82 paramètres dans le top 10 des aspects différents de l'expérience à la sécurité, il était présent 6 fois. Oh ouais, quand même. Alors,
pour le dire simple, si on faisait bien l'expérience à la sécurité, l'expérience avec le reste, avec les filles, avec les toilettes était meilleure. Ouais, ok. Et si on faisait une mauvaise expérience, tout était pire. Ok, d'accord. Ouais. Ça, c'est d'un côté, pourquoi c'est important. Pourquoi c'est aussi important, c'est que c'est aussi un point de contact qui stresse les passagers le plus. C'est un contrôle. C'est dur de savoir quelles règles et procédures est-ce que je vais rencontrer, parce qu'ils sont différents de l'aéroport à l'aéroport. Alors, c'est un point de contact qui aussi stresse le passager. Et si, dans la sécurité, le passager il part dans l'aéroport stressé, il n'y a aucun moyen que ce passager il va essayer de nouveaux pantalons ou de la maquillage. Alors, bref, si tu es super stressé, tu ne vas pas essayer de t'engager avec les boutiques. Et ça a un impact énorme sur le budget d'un aéroport, et aussi, bien sûr, sur les boutiques. Alors, je travaillais très, très, très focus sur ce point de contact. Et quand on a démarré, oui, on aurait pu faire une grosse analyse. Mais au lieu de faire ça, on a démarré par demander les employés. Ouais. Demander, c'est quoi les situations les pires que tu as avec les passagers. C'est quand que c'est difficile d'être dans tes chaussures au travail. Et de ça, j'ai pu voir les points de douleur, en fait, aussi des clients. J'ai pris cette info-là qui est gratuite, et riche, parce que chaque employé rencontre un nombre de clients tous les jours. Alors, c'est gratuit et c'est très riche. J'ai utilisé ça et j'ai regardé aussi sur les plaintes qu'on reçoit. C'est quoi les thèmes dans ces plaintes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète? Récurrent. Oui, qui est récurrent, oui. Et alors, sans mettre du budget dedans, j'ai juste regardé les plaintes, j'ai juste demandé aux employés c'est quoi votre expérience. Et j'ai demandé aussi, selon vous, c'est quoi l'expérience du passager sur 0 à 10 et pourquoi. Alors, j'ai eu toutes ces infos, ça ne m'a coûté rien du tout. Je les regarde et je choisis un truc qu'il faut améliorer tout de suite. Alors, le chose qui se répète dans tous les cas, et je veux dire, ça nous a coûté absolument rien. Rien. Alors, ça, c'est si tu arrives à faire un système où, en fait, les infos que tu as, qui sont dans tes mains, qui sont, et les utiliser pour faire un changement, ben, là, en fait, tu as la base d'un très bon programme CX. Parce que la première chose qu'il faut faire, c'est de réparer les trous dans la route, en fait. Oui, d'abord. On n'a pas envie d'avoir une expérience qui est, comment tu dirais, random? Aléatoire. Ouais. Bon, je ne vais pas répéter ça c'est dur. Aléatoire. Ouais, d'accord. On n'a pas envie d'avoir une expérience qui est aléatoire, dans le sens qu'on perd les clients sans savoir où. Alors, il faut faire une base solide. Et la base le plus solide, c'est en fait de nettoyer les points de douleur d'abord. Et l'autre chose qui a marché très bien à faire ça, c'est que, en fait, les employés, ils avaient l'impression que travailler avec l'expérience des clients, en fait, ça me résoudre mes problèmes. Et c'était une très bonne base pour, après, avoir un change plus efficace, plus élevé, si tu veux. Alors, ça, c'est une chose à faire. L'autre chose à faire, c'est de faire une cartographie du client, cartographie du parcours du client. Et, mais très important de ne pas se perdre dedans. Parce que faire cette cartographie, ça peut amener un projet immense. Si tu veux des données sur tous les points de contact, imagine un aéroport, combien de points de contact il y a. Alors moi, je dis toujours, quand les gens ils commencent, ils veulent démarrer leur programme CX, je dis toujours, faites une cartographie, mais faites-le en 2 heures. Alors, tu invites les gens qui pourront avoir une opinion sur l'expérience du client. Tu regardes les données que tu as de la département d'analyse ou les plaintes que tu as s'il n'y a pas de département d'analyse.
et puis mets tout dedans. Je sais que ça, c'est pas, tu marches pas dans les chaussures du client. Ouais. Alors, il faut faire ça à un moment donné, mais quand tu démarres, mais fais-le vite fait comme ça, et puis regarde un peu cette cartographie et demande, c'est quoi, en fait, si je veux m'imaginer, le point de contact le plus essentiel. Et il y a deux points de contact. Je vais donner le nom Daniel Kahneman et The Peak and Rule. Alors ça, en français, c'est aussi The Peak and Rule. OK. Mais en fait, pour dire très courtement ce que dit M. Kahneman, c'est que s'il y a une chose le plus important à voir quand on regarde les expériences qu'on donne, ce qui se met dans la mémoire des gens, c'est la fin. C'est le point de contact le plus essentiel, c'est la fin. Ouais. Et l'autre, c'est là où il y a en fait un point émotionnel. Comment tu dirais un point émotionnel très important. Voilà, un point émotionnel très important. Et bien sûr, ça peut être positif, mais ça peut aussi être négatif. Alors, imaginons, on est dans un restaurant, il y a un serveur qui perd la sauce sur ma robe. Ça va être très, très dur pour cet restaurant de produire un point de contact plus élevé émotionnellement. Oui, totalement. Et bien sûr, quand tu regardes alors ta cartographie, il faut dessiner le point de contact que tu veux faire ta meilleure performance dedans, qui est aussi essentiel pour les clients. OK. Pour que ça ne soit pas aléatoire. C'était bien dit. Pour que ça ne soit pas aléatoire. Okay. Pour que ça soit, en fait, tout le monde soit conscient pourquoi ce point de contact est essentiel et qu'est-ce qu'on fait ici. Ouais. Pareil pour la fin. Parfait. OK, alors donc, si je comprends bien, je vais résumer un peu ce que tu viens de dire. C'est que la première chose à faire, c'est de ne pas essayer de dépenser tout son argent. Il faudra travailler avec ce qu'on a en entreprise, qui sont les données qu'on a déjà sur nos clients, les informations que peuvent nous fournir nos employés. Et à partir de là, essayer de dessiner, par exemple, un parcours client le plus simple possible. Si je dis ça comme ça, c'est bon. Le plus simple possible. Et dans ce parcours client-là, définir les moments où les émotions clients sont le plus élevées. Essayer de travailler sur celles-là et essayer le plus possible d'améliorer la fin de l'expérience du client. Ouais. Alors, où les émotions sont les plus élevées ou le point de contact où il devrait l'être. Parce que tu peux faire la cartographie du parcours et voir qu'en fait, il n'y a aucun point de contact où on a des émotions. Okay. Là, il faut peut-être inventer. Hein. D'accord. Donc, s'assurer qu'on a un peak time dans notre parcours. Oui. Parfait. D'accord. Alors, une fois qu'on a mis ça en place, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je dirais qu'après, il faut peut-être dépenser un tout petit poil de sous pour se mettre dans le bot des clients en vrai. Okay. Alors, ce que j'ai fait à l'aéroport, en fait, c'est dans le même point de contact, on a commencé à demander aux passagers, c'était quoi votre expérience sur 0 jusqu'à 10. Okay. Et puis, on a demandé pourquoi vous nous avez donné cette chiffre. Ouais. Et ce que je fais, il y a beaucoup de monde qui travaille avec ce genre d'analyse qui s'appelle le Net Promoter Score. Normalement, la question, c'est est-ce que vous voulez nous recommander à quelqu'un? Bien sûr, dans la sécurité, dans un aéroport, ça n'a pas de sens de demander à quelqu'un. Est-ce que vous allez recommander à votre famille et vos amis de traverser la sécurité? Puisque, il n'y a qu'un aéroport. Deux, il faut le faire. Ils n'ont pas le choix. Alors, on a fait un redesign sur les questions. Okay. Alors, on a demandé c'était quoi votre expérience. Et puis, très, très, très important d'avoir un commentaire. Pourquoi on a eu ce commentaire? Et il y a beaucoup de compagnies qui travaillent avec le NPS, comme ça s'appelle aussi, Net Promoter Score, qui mesurent tout le temps. Et des fois, ça prend un grand budget ou on a beaucoup de ressources qui vont là-dedans. Ce que je faisais, moi,
quand on a démarré, j'ai dit, je ne veux pas mesurer plus que 2 fois par an. OK. Pourquoi? Parce qu'on avait 500 employés qui devraient faire quelque chose de différent avant qu'on pourrait assurer un changement dans les revenus. Ouais. Il n'y a aucune raison de mesurer tout le temps si en fait, tu n'as rien fait avec les résultats d'avant. Totalement, ouais. Alors, sauf le budget. Et en fait, bon, nous, on a dépensé un petit peu pour une agence qui faisait les questions pour nous, mais ça aurait pu être fait gratuit aussi. J'aurais pu donner un iPad aux employés à donner aux clients, et puis le client, il écrit, et puis on se retire, on donne l'iPad à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut se faire. En fait, c'est de trouver le moyen qui, au niveau de notre budget en entreprise, va nous permettre de le faire. Voilà. J'aurais pu le faire moi aussi, j'aurais pu y être 10 heures dans une semaine et puis on aurait assez à travailler avec. Okay. Mais bon, alors je faisais ça 2 fois par an. On a regardé les réponses, j'ai lu tous les commentaires de 0 à 6 pour voir c'est quoi la tendance. J'ai comparé ça avec les plaintes qu'on a, j'ai comparé ça avec les réponses des employés et là, on a eu vraiment des thèmes à travailler dessus qui étaient précises. Précis. Oui, très précis, ouais. Je vais expliquer ce que j'ai fait avec ça, mais d'abord, les commentaires qu'on avait dans le catégorie 9 et 10, très important, je n'ai pas fait grand-chose avec. Tout ce que j'ai fait, c'est de regarder c'est quoi les catégories. Le catégorie le plus prononcé, c'était j'ai eu une bonne expérience. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, mais j'ai eu une bonne explication, pardon. Okay. Pas bonne expérience. J'ai eu une bonne explication pour quelque chose. Alors, ce que j'ai fait avec les commentaires, c'est de les copy-paste, les mettre dans des gros posters et je les ai mis sur les murs. Comme ça, c'était visible pour les employés et pour leur chef. Ouais. Quand on fait vraiment bien l'expérience du client, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça n'avait jamais été très précis. La bonne expérience, mais c'est quoi? Exactement. Voilà, il est sur le mur, c'est ça. Trouver des bonnes explications pour les choses que les gens ils ne comprennent pas. Et bien sûr, ça a amené un travail avec les chefs parce qu'on avait peut-être une tendance à dire ouais, il y a cette nouvelle règle, il faut le suivre. Et les gens ils disent mais pourquoi? C'est venu pourquoi? Et puis, bon, on est peut-être à l'arrache, on dit ben, c'est comme ça, c'est un règle. Ouais. L'Union européenne, ils ont venu avec ça, on ne sait pas pourquoi, mais il faut faire. Alors ça, c'est devenu interdit. On a commencé à dire il faut vraiment appeler les gens qui ont fait ces règles et savoir pourquoi. Il faut qu'on explique et il faut qu'on sache comment nos employés ils peuvent expliquer quelque chose qui a changé aux passagers. Ouais. Alors, voilà, ça a amené, les 9 et 10, ça a amené ce travail-là. Et les commentaires 0 jusqu'à 6, il y avait aussi des thèmes là-dedans. Le plus important, c'était, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Bon, ce n'était pas dit comme ça dans les commentaires. C'était par exemple, vous m'avez dit de sortir mon iPad de mon sac et je viens de voler d'un autre aéroport au Danemark, ils ne m'ont pas demandé ça. Alors, ça doit être vous qui fait ça pour me bousiller ma journée. C'était plus ou moins ça ce qui est écrit. Alors, quand j'ai regardé ce réponse-là, je savais des employés qui avaient des situations spécifiques qui étaient très difficiles à décrire et c'était exactement ça. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi à Amsterdam et à Aalborg, c'est un aéroport danois, ne demandent pas qu'on enlève l'iPad du sac, mais nous, on le demande. Alors, on se fait marcher un peu déçus par les passagers parce que ça, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ouais, voilà, merci. Et puis, un autre commentaire dans les 0 jusqu'à 6, c'était, bon, votre employé était soit arrogant, il ou elle était autoritaire ou agressif. Et bon, déjà, là, il faut que j'explique qu'en fait, on a eu un score super. Il y avait 70% des passagers qui nous ont donné 9 ou 10. Alors, c'est vraiment peu de passagers qui ont une mauvaise expérience. Et quand les gens ils disent agressive, autoritaire ou arrogant, ça peut être quelque chose qui amène des bouleversements immenses sur les médias sociaux. Il faut regarder qu'est-ce qu'on fait. Parce que moi, je savais, j'ai 500 employés. Bon, ce n'était pas les miennes, ça appartenait à la sécurité, mais on a 500 employés et je sais que 99% d'eux, ils travaillent tout
pour vraiment faire leur mieux. Alors, pourquoi il y a des clients qui ont cette expérience? Et en fait, ça m'a cliqué un peu dans la tête quand j'ai vu la bonne expérience dans les 9 et 10, une bonne explication, et puis les mots là, agressif, autoritaire et arrogant. Parce que c'est quand que moi, je deviens agressive, autoritaire et arrogant, c'est quand il y a quelque chose qu'il faut que je finisse en un certain temps, et mon gosse qui ne veut pas partir à l'école, et je vais expliquer bien 2-3 fois, et à la fin, je dis, c'est comme ça, on y va maintenant. Alors, en fait, j'ai commencé à demander les employés, ces situations-là, c'est peut-être parce qu'on ne vous a pas donné les bons outils. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer? Qu'est-ce que vous avez le droit de dire aux passagers par rapport à ça? Et j'ai vu dans les réponses des employés, quand j'ai demandé l'expérience pour les passagers, vous en pensez quoi? Qu'il y avait plusieurs qui ont dit, des fois, je leur dis, c'est comme ça ici, parce que je sais aussi que c'est une mauvaise expérience pour les passagers derrière, si on fait un grand queue, un grand queue pour que je puisse expliquer quelque chose. Alors, des fois, je sais qu'il faut que ça aille vite, parce qu'une expérience vite à la sécurité, elle est bonne aussi, mais ouais, je vois que des fois, je marche sur les pieds des passagers, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Alors, bien sûr, il fallait qu'on donne les outils. Et c'était en fait à la base des commentaires de clients qu'on a su que c'est grave qu'on ne donne pas une explication quand on pourrait. Et ce qui est très intéressant, j'ai pris 7 employés, on a fait, et encore, juste pour dire, sur le budget, faire son budget, c'est beaucoup moins cher de faire un workshop avec 7 employés que de prendre 500 employés et les entraîner. Alors, j'ai fait ça, j'ai fait 7 workshops où, en fait, ensemble, on a fait cette, comment tu dis, brainstorm? Brainstorm. OK, on a fait ça. On a mis plein de papiers sur le mur, on a mis plein d'idées dessus et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut répondre? Ça serait quoi la meilleure manière de gérer ces genres de situations? Alors, on a pris les meilleurs, on les a comment dire, tweakés. Voilà, comme un petit diamant. On les a rendus tout brillants. Et puis après, quand on avait les 2 explications qu'on pensait étaient les mieux, je les ai envoyées dans un email aux employés. J'ai dit, votez, vous pensez quoi? C'est quoi la meilleure explication? Est-ce que vous pouvez tester ce qui marche pour vous? Et si vous trouvez une phrase qui est meilleure, ramène-moi-le, on va le mettre dans le catalogue d'idées pour cette situation qui est celle qui, pour le moment, nous ramène le plus de plaintes, le plus de mauvais commentaires. Alors, on a fait ça. C'est fascinant, ça. C'est doux parce que à partir de peu de moyens, tu as été en mesure d'améliorer l'expérience du client, mais en même temps, l'expérience des employés. Parce que pour un employé, c'est tellement valorisant de pouvoir participer, justement, de leur demander, c'est quoi votre opinion? Est-ce que vous pouvez voter? C'est très, très valorisant pour les employés de faire ça. Et je dois dire, j'ai fait plein de choses avant qui ne marchaient pas. Alors ça, c'est vraiment… là, j'ai trouvé le modèle qui marchait. Alors, je vous donne, juste pour dire que je ne suis pas une grande génie de quelque chose, mais j'ai fait des choses qui ne marchaient pas. Et ce modèle-là, il a marché. Fonctionne. Il a fonctionné. Ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que la prochaine fois qu'on a fait la même sondage, les 3 mots, arrogant, autoritaire et agressif, ils n'étaient plus dans les commentaires. On avait le même score, plus ou moins. On avait toujours 70% qui nous ont voté 9 et 10 et le 6% qui nous a voté entre 0 et 6. Mais on avait bougé les 0, les 1 et les 2 jusqu'à 5 et 6. Et maintenant, le commentaire, c'était « Oh, elle aurait pu sourire un peu plus. » ou « Ah, je pense qu'il avait une mauvaise journée, celui-là. » Alors, et ça, des commentaires comme ça, beaucoup mieux que l'autre. Oui, totalement. Alors, il y a beaucoup de monde qui, quand ils travaillent avec l'expérience du client, ils regardent le score. Mais ce qu'il faut vraiment regarder, ce que j'ai toujours dit à l'aéroport, c'est que je m'en fiche un peu du score. Bien sûr, c'est bien de montrer on a un beau score, mais le plus important, c'est qu'un par un, on élimine les plaintes, les plus importants, et les commentaires.
les Totalement. plus importants dans la catégorie 0 à 6. Si un parent fait ça, ben, on améliore l'expérience du client graduellement tout le temps. Ouais. Et c'est ça, en fait, que je veux dire, si je peux donner du sagesse à quelqu'un qui commence le travail dans le CX, c'est de savoir que des petits efforts tout le temps, ça donne un gros impact à la fin. Ouais. J'ai écouté une lecture, c'est un monsieur qui s'appelle Morten Münster. Il est expert de behavioral design. OK. Je ne sais pas comment dire ça en français. Design comportemental. Ouais. Et ce qu'il a dit, c'est que tous les gros projets, ils surpassent toujours leur budget, ils surpassent toujours le temps qu'on avait alloué, espéré de le faire dedans. Bon, ça, ce n'était pas bien dit, mais j'espère que ça se comprend quand même. Alloué. Et ils performent toujours sous les expectations qu'on avait. Alors, son phrase qui a fait chanter ma cœur quand il a dit, c'est que c'est un super pouvoir de calibrer mieux vers la réalité. D'être en fait pas trop ambitieux. Ouais. Et c'est là où, en fait, les premières 2 années de mon temps à l'aéroport, j'étais trop ambitieuse. Okay. Écoute, mon titre, c'était directrice de service excellence. Alors, j'avais excellence dans ma titre et je me battais pour produire, pour mettre en place les choses. Et je faisais trop à la même temps. Il n'y avait personne qui ne pouvait me suivre. Je veux dire, tout le monde était « qu'est-ce qu'elle est efficace, celle-là !» Tout le monde était heureuse. Mais moi, je voyais, quand je regardais à travers mon épaule, que les bons projets, les grandes idées de CX que j'avais implémentées, en fait, les gens, quand j'étais partie et faire un autre projet, ils disaient « Oh, punaise, finalement, elle est partie parce que maintenant, elle peut faire comme on le faisait, quoi. » Alors, le plus efficace que j'ai jamais fait, c'est de, en fait, mettre un peu moins de volume et puis calibrer mieux vers la réalité. Ouais. Je ne pouvais pas envoyer 500 employés dans un cours à 8 heures, 3 jours par année. Ça coûte une fortune. Ouais. Alors, il fallait que je regarde mon client à moi, en ce cas-là, la sécurité, pour améliorer l'expérience qu'ils voulaient vraiment faire, mais comment est-ce que je peux le faire à leur terme? Comment je peux aussi parler la langue des employés? Parce que bien sûr, quand j'ai démarré le gros projet, il n'y avait personne qui ne savait pas que la service est important. Les personnes ne savaient c'est quoi exactement. Quand. Alors, l'autre chose que j'ai rencontrée, c'est mais c'est quoi le plus important? C'est que je souris ou que je trouve la bombe? Vous voulez quoi? Ils sont mesurés sur la qualité de la sécurité, bien sûr, tout le temps. Et si là, il y a un échec, c'est très cher. Alors, bien sûr, il faut que je mette mon projet, l'expérience du client, à coller avec leur raison d'être, en fait. Alors, quand j'ai commencé, au lieu de dire c'est important avec l'expérience du client, parce que les boutiques, ils vont gagner plus de sous et l'aéroport aussi, quand j'ai arrêté de dire ça, mais j'ai dit l'expérience du client détermine si le passager te regarde comme quelqu'un qui est bon à ton travail, parce qu'en fait, le passager, un peu comme le patient dans un hôpital, ils sont incompétents. Tu dirais ça en français? Incompétents, oui. Ils ne savent pas c'est quoi une bonne employée de sécurité. Ils n'ont pas fait les mêmes études. Alors, eux, ils jugent avec leur ventre. Alors, pour qu'eux, ils pensent que toi, tu es bonne à ton travail et qu'ils te respectent, on va travailler sur la manière on va travailler sur le papier qu'on met autour du paquet. Le paquet, il est obligatoire, mais on peut changer le papier. Alors, quand j'ai commencé à dire ça, ça avait du raisonnement avec leur raison d'être. En fait. Et c'est ça, je pense que au début de ma carrière, j'ai lu tous les livres sur le marché sur CX. Il y a un vaste nombre de livres qui ont été écrits par des consultants qui n'ont jamais mis leurs pieds dans une société, dans une organisation, pour mettre des choses en place et les faire marcher tous les jours, 24 sur 24.
Et en fait, j'ai pris tous les mauvais conseils parce que je n'avais pas de conseil de quelqu'un qui avait dû faire ça pendant très longtemps dans la même organisation avec une grosse histoire. Tous les exemples que j'avais lus, c'était Amazon, Disney, des choses comme ça, mais ça ne marchait pas dans un aéroport. C'était d'autres choses qu'il fallait faire pour faire marcher en long terme. Alors moi, je conseille toujours mes clients à démarrer leur projet petit à petit. Commence, teste, recommence, teste, et puis à la fin, ça va vous amener quelque part. Alors, ce que je vais retenir et ce que je vais dire à tout le monde, c'est il faut garder les pieds sur terre. Je pense que c'est la première chose à faire, garder les pieds sur terre et avancer petit à petit avec ce qu'on a déjà en entreprise, puisqu'on peut améliorer sans avoir à faire de grosses dépenses. Tu es d'accord avec moi, Stine? J'aurais dû le dire comme ça. Ok, alors ça va être tout pour aujourd'hui. On vous prépare d'autres super épisodes. Stine, je te remercie beaucoup. C'était vraiment, vraiment agréable. Merci.